Il faut dire que Centraide fait partie des organisations qu'on appelle les United Way, qui sont des organisations de bienfaisance avec pour particularité de collecter des fonds auprès des entreprises pour aider les communautés. Au Canada, il y a 70 organisations. Dans le monde entier, il y a à peu près 1800. Donc c'est un mouvement assez important. Ça fait partie des principaux acteurs de lutte contre la pauvreté dans les milieux urbains. La création de Centraide remonte dans les années 70. Dans des conditions assez particulières et intéressantes du point de vue intellectuel, je dirais. C'est qu'à l'époque, il existait 5 fédérations de charité, donc de grandes fédérations, qui servaient les 3 communautés de Montréal de façon séparée. Donc il y avait la communauté francophone, la communauté anglophone et la communauté juive. Il était difficile de les rapprocher parce qu'il y avait quelques tensions entre ces communautés-là. Mais 2 faits importants vont favoriser ce rapprochement. Le premier fait est lié à la concurrence que ces fédérations se livraient, donc une concurrence très intense qui a eu pour effet pervers que certaines parmi elles commençaient en fait à manquer de moyens parce qu'elles n'avaient pas tiré suffisamment de dons. Et donc pour pouvoir remplir leurs missions, c'était plus difficile. Le second effet pervers, c'était que les gens du monde des entreprises étaient mécontents de ces sous-associations, donc voulaient qu'il y ait un peu d'autre là-dedans. Donc ça, c'était les 2 éléments. Il y a un autre fait important qui est lié à la dynamique politique à l'époque. On était juste après la Révolution tranquille et l'État cherchait à mettre de l'ordre dans les services publics et les services sociaux. Et donc, ils avaient mis en place une commission pour réfléchir là-dessus. Et cette commission-là avait tendance à suggérer que les services sociaux, c'est le rôle de l'État. Donc, ce n'est pas aux organisations de charité de s'en occuper. Et donc, finalement, leur existence n'était pas très utile. Donc, il y avait comme une menace sur leur existence, même en tant que telle. C'est dans ce contexte que le président de la Chambre de commerce de Montréal a pris l'initiative, je le disais tout à l'heure qu'ils étaient mécontents du désordre, donc de les amener à se rapprocher. Donc elles ont accepté de se mettre ensemble et chemin faisant, elles ont fusionné pour former une seule organisation qui est devenue Centraide. Donc à partir de là, Centraide est devenu un peu comme le symbole de l'unité des Montréalais, le symbole en fait de cette préoccupation commune du bien-être des Montréalais. Donc, il faut dire que la particularité de Centraide, c'est qu'elle a décidé en tant qu'organisation de se consacrer aux causes qui sont négligées, aux causes qui sont invisibles, donc rendues invisibles par le fait que les gens prêtent moins d'attention à elles. Ce sont des causes en fait qui ne sont pas suffisamment séduisantes pour assurer la visibilité des donneurs qui ont besoin de visibilité, par exemple. Donc un exemple, ce sont les familles monoparentales, les femmes qui vivent seules avec leurs enfants. C'est aussi l'exemple, par exemple, des prisonniers, donc des personnes qui ont fait du tort à la société puis qui ont besoin de réinsertion. Donc il y a différentes causes comme ça qui ne sont pas suffisamment attrayantes. Centraide en a fait le cœur. Centraide a dit, moi en tant qu'organisation, c'est à ça que je veux m'attaquer parce que ces causes sont importantes en fait pour l'équilibre de la société. Elles sont importantes pour assurer un développement harmonieux de cette communauté-là. Donc ça, c'est devenu le cœur de Centraide, c'est devenu sa raison d'être, c'est devenu son identité en tant qu'organisation. Donc compte tenu du fait que Centraide s'est consacré aux causes qui sont négligées, aux causes qui sont invisibles, qui attirent moins d'attention, moins de visibilité, mais Centraide a connu des difficultés à certains moments de son évolution liée à l'évolution sociale. Centraide est fortement dépendante des entreprises. Donc 80% des dons que reçoit Centraide viennent des entreprises. Donc lorsqu'il y a une évolution au niveau du monde des entreprises, ça affecte Centraide. Si on prend cela, on peut distinguer 2 grandes phases dans l'évolution de Centraide. La première phase part de la création jusqu'aux années 90, qui est une époque de charité pure, c'est-à-dire que les entreprises n'avaient pas forcément besoin de visibilité associée à leurs dons. Cela conférait beaucoup de liberté à Centraide. Centraide pouvait utiliser les fonds reçus pour, investir comme elle voulait. La seconde phase part des années 90 jusqu'à maintenant, où la philanthropie est devenue un instrument de marketing, un instrument de visibilité.
Cela est lié paradoxalement au mouvement des responsabilités sociales des entreprises, donc qui ont besoin d'affirmer leur côté social, et qui fait que ça a donné moins de liberté à Centraide dans l'utilisation des fonds. La réponse de Centraide a été en deux phases. Donc, le premier moment, la réaction c'était de dire on va résister, puis on va affirmer notre rôle d'acteur social. Et que les entreprises puissent, disons, respecter cela. Au fur et à mesure, la pression devient plus forte, ce qui a fait qu'au cours de 2010, Centraide a dû essayer de trouver plutôt un compromis pour à la fois continuer à faire sa mission et en même temps répondre quelque peu aux besoins des entreprises. On peut affirmer que depuis sa fondation, la légitimité de Centraide lui vient de son efficacité. Elle a été capable de faciliter et de susciter des dons, ce qui est un élément important de son action, et deuxièmement, de distribuer ces dons aux organismes qui en avaient le plus besoin, les organismes que ça aurait appelés les organismes négligés ou invisibles. Pour faire ça, Centraide a été une organisation très créative. Plusieurs innovations importantes ont été développées. Notamment, l'une des innovations majeures a été ce que l'on pourrait appeler des mécanismes de coordination au niveau territorial. Les analystes de Centraide avaient réalisé qu'ils voyaient en tout cas sur chaque territoire des organismes qui étaient actifs sur des causes qui étaient semblables, mais qui ne se parlaient pas. Alors donc pour améliorer ça, ils ont développé une stratégie qu'ils ont appelée une stratégie territoriale. Et cette stratégie s'appuyait sur deux grands piliers, si vous préférez. Le premier, c'était le développement de connaissances. Donc, ils ont élaboré des cartographies, par exemple, des cartographies de quartiers sur les besoins sociaux, donc qui révélaient quels étaient les besoins sociaux de quartier, et aussi des plans d'action concertés autour de ces besoins sociaux. Deuxième élément de cette stratégie, si vous voulez, territoriale, ça a été la densification des structures d'action concertée. Alors, pour cela, par exemple, ils ont développé les tables de concertation. Les tables de concertation rassemblaient tous les acteurs importants au niveau du territoire. Donc, les organismes communautaires, la police, la médecine sociale ou la médecine publique, les représentants de la ville, etc. Ces actions de coordination ont eu un effet vraiment remarquable sur les actions de Centraide. Titre d'exemple, deux exemples que je voudrais donner, le premier exemple est celui du projet Saint-Michel. Saint-Michel est l'un des quartiers les plus pauvres de Montréal. Et, disons, sa situation était préoccupante. Et pour améliorer la situation des gens de Saint-Michel, Centraide a mis ensemble des leaders de la communauté, donc de Saint-Michel, avec des leaders du monde des affaires, des leaders prééminents du monde des affaires. Et ensemble, ils ont élaboré une stratégie qui a donné vraiment des résultats intéressants au niveau de Saint-Michel. Alors, juste un des exemples, c'est que, par exemple, le Cirque du Soleil a installé son siège à Saint-Michel. Deuxième exemple intéressant, c'est comme Centraide était préoccupé par le management des organismes communautaires, ils ont décidé qu'ils allaient s'occuper de la formation au management des leaders communautaires. Et ils ont développé un programme qui s'appelle Leadership Rassembleur. Ce programme a été donné par un organisme qu'ils ont créé, qui s'appelle Dynamo. Et cet organisme d'ailleurs existe toujours, donne toujours ce programme-là, donne bien sûr bien d'autres choses aujourd'hui, mais ça a été fait pour ça. Alors, un dernier mot peut-être sur la gouvernance de Centraide. Centraide est une organisation de bénévoles. Son conseil d'administration est fait de bénévoles. Le cabinet, qui est l'organisme qui dirige la campagne, est fait de bénévoles. Il y a par ailleurs des milliers de bénévoles qui participent, j'allais dire, aux actions de Centraide. Et donc on peut dire que Centraide, au fond, appartient à la communauté. Alors, Centraide est un acteur social important. Nous, on se considère comme un investisseur social stratégique.
On est reconnu comme tel par la communauté des affaires qui nous appuie année après année, mais également par les organismes communautaires. Et l'autre jour, j'étais dans une réunion, puis il y a un donateur qui m'a dit, vous savez, il dit, pour nous, Centraide, ce qui est important, c'est que c'est un acteur important dans le maintien d'une paix sociale. Et lorsqu'on voit comment on travaille de façon quotidienne avec plus de 350 organismes, où on intervient dans tous les quartiers du Grand Montréal, à Laval, sur la Rive-Sud, à Longueuil, également, donner à un organisme comme Centraide, c'est comme un geste de solidarité. Solidarité sociale où notre action, mais également l'action des donateurs puis des gens qui sont dans notre environnement, permet de bâtir un tissu social fort et de s'assurer que on s'occupe des personnes les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas nécessairement la même chance que tous et toutes. Alors, Centraide joue un rôle central dans l'établissement du tissu social, mais également son renforcement. On appuie de plus de 350 organismes dans le Grand Montréal et on le fait de façon en amenant une expertise sociale, donc en ayant une compréhension des différents enjeux, mais en s'appuyant surtout sur la connaissance et sur l'impact que les organismes communautaires ont de façon quotidienne. Et à la fin de la journée, notre gros impact chez Centraide, ce qui nous motive, nous, c'est de permettre aux personnes les plus vulnérables de vivre une vie dans la dignité. Donc, de faire en sorte de ne pas accepter comme société que nous ayons des citoyens de second ordre ou des citoyens qui ne peuvent pas exercer une pleine citoyenneté. Et je dis souvent que notre action chez Centraide, c'est justement de s'assurer qu'on puisse permettre à tout le monde de vivre une vie dans la dignité. Centraide, on joue beaucoup un rôle de rassembleur et également d'influence. Alors, on a l'opportunité, à cause de la crédibilité de l'organisation, de pouvoir mettre toutes sortes de groupes, d'organismes, de personnes autour de la table dans le but de discuter des enjeux. Il faut utiliser cette capacité-là que nous avons de rassembler les gens, parce que plus on aura de personnes autour de la table pour s'attaquer aux véritables questions, plus on aura la perspective des gens qui vivent les situations de vulnérabilité, je pense qu'on sera encore plus pertinent comme organisme. Énormément de défis au moment où on se parle. On est en mai 2022, on est dans des situations d'inflation qu'on n'a pas connues depuis 20 ans. On est en fin de pandémie, donc il y a un phénomène de fatigue au niveau du secteur communautaire. Il y a un phénomène de hausse de prix de loyer qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Il y a un phénomène où les demandes chez les organismes n'ont pas atteint de plateau encore. Et on parle d'insécurité alimentaire. Et on parle de situations où on va voir des gens aller à l'aide alimentaire le 15 au lieu du 28 du mois. Pourquoi? Parce que ces personnes-là payent trop cher pour leur loyer. Donc, il y a une série de... Des fois, j'appelle ça un peu la tempête parfaite qui dans le communautaire qui crée énormément de pression sur les gens qu'on veut aider, sur les organismes communautaires aussi. Il ne faut pas oublier que ce sont eux les véritables tisserands du tissu social à Montréal et que nous, on vient en appui à leur travail et c'est super important de réaliser des bonnes campagnes de levée de fonds, naturellement, mais également d'avoir notre équipe de développement social, notre équipe de communication derrière les objectifs de l'organisation dans le but d'aider les organismes à aider des gens. Ça, c'est un des premiers trucs que je vois. L'autre chose sur laquelle on doit absolument réfléchir comme société, c'est qu'il faut lâcher le modèle de collaboration traditionnelle. Il faut aller dans une collaboration qui est plus radicale. Donc, puis ça fait sourire les gens quand je parle de collaboration radicale, mais ce que je veux dire par là, c'est en rassemblant les gens autour d'une table, puis en acceptant tous et toutes que nous sommes là que pour les intérêts de la cause que nous tentons, à laquelle nous tentons de s'attaquer, c'est là qu'on va arriver à des résultats. Donc, il faut un peu se déshabiller de nos intérêts personnels ou nos intérêts corporatistes et dire comment on peut faire une différence pour monsieur et madame tout le monde sur une question très précise. Et moi, je pense que pour ça, la collaboration va définitivement nous aider, mais on doit élever le niveau de collaboration et mettre ce que moi j'appelle des suspects inhabituels, donc des gens qui ne sont pas habitués de se parler autour d'une table dans le but de pouvoir s'attaquer véritablement aux différents enjeux sociaux. Ça amène nos questions, ça amène une question du type de philanthropie qu'on veut faire comme société. Et le terme que j'aime utiliser, c'est philanthropie communautaire. Donc une philanthropie qui est au service des citoyens et au service des solutions qui sont identifiées par les citoyens. Puis lorsqu'on arrive à avoir ce type, je pense, de conversation-là, très importante, avec les citoyens qui sont dans la situation, les organismes communautaires, le privé, le public, les institutions,
la philanthropie privée, je pense qu'on peut arriver à des résultats qui sont nettement plus inclusifs, qui sont nettement plus équitables et qui font du Grand Montréal une place où il fait bon vivre.